Salut Jérémy. Hello, comment ça va? Ça va super, je suis très heureux de te recevoir dans ce numéro 17 de Et aller encore un coach. Et là les amis, je reçois le coach des coachs des coachs. On va en parler. C'est très rigolo parce que Jérémy, il a une voix sur les réseaux que je vois pas mal passer et il a un bon branding, il a une bonne autorité et en fait par rapport au milieu du coaching, il forme des coachs. Et donc il a une expertise et j'ai vraiment envie d'aller questionner ça, voir sa vision du métier, donc c'est cool. Et comme je le disais en off, j'ai l'impression d'être en audit ce matin. Comme s'il y avait un chef des coachs et puis des fois il vient vérifier si ça coache bien parce que sinon il y a des abus, il y a des dérives évidemment. Et puis il y a le côté, j'aime bien, il y a ton chapeau en fait un peu de magicien, on est un peu à Poudlard, tu vois, sur ton LinkedIn. Et il y a ce côté un peu maître, tu vois. Donc je vais essayer de faire au mieux. Et puis il a dit qu'il avait regardé un peu mes réseaux avant et tout, donc il y a peut-être des choses qu'il va me révéler, donc c'est intéressant. Donc je suis très heureux de te recevoir, Jérémy, en tout cas. Bah écoute, c'est plaisir partagé. Merci beaucoup de m'accueillir et de me permettre de partager des choses ici. Et tu verras que, contrairement à ce que les réseaux sociaux ont l'air de penser, je suis beaucoup plus sympa en vrai que j'ai l'air de l'être à travers mes posts, en fait. Tout à fait, c'est intéressant aussi cette posture de l'écriture en post parce qu'il y a des personnes qui sont assez tranchantes en fait. Et moi, j'aime bien dans ces énergies, je suis vraiment connecté au Tao, au Yin Yang. Il y a ce côté, à des moments, on a besoin d'être Yang, on a besoin aussi de montrer, voilà, d'avoir cette autorité, cette fermeté, mais ça veut pas dire d'être dominant, violent, supérieur. C'est d'avoir quelque chose de, voilà, j'ai une voix, quoi. Je fais entendre mon point de vue sans dénigrer les autres, mais il y a des moments, il y a des personnes évidemment qui ont besoin d'avoir cette frontière parce que ils viennent nous manger en fait. Et j'aime bien l'autorité que tu prends sur les réseaux par rapport aussi à ce métier de coach. Comment tu le défends, comment tu le vois. Et j'aimerais d'abord connaître, toi, ta vision du coaching. Qu'est-ce que c'est pour toi un coach aujourd'hui et comment tu le vois avec ton expérience? En fait, déjà, je pense qu'il faut s'attarder sur les termes parce qu'aujourd'hui, dans le marché de l'accompagnement, il y a un abus de langage sur le terme coach. Ce que la plupart des gens appellent coach, c'est le métier d'accompagnement. C'est-à-dire que je transmets, je t'accompagne à l'implémentation d'un savoir, à quelque chose qui change en toi, autour de toi, grâce à toi, peu importe. Et au milieu de ça, il y a des accompagnants. Donc en fait, des gens qui n'ont pas de formation particulière, mais qui ont une compétence et qui la transmettent et qui accompagnent à travers cette compétence. On a des thérapeutes qui font de la thérapie, on a des coachs qui font du coaching, et on a des consultants qui font du consulting. Mais tout le monde dit coach parce que personne ne comprend vraiment la différence. La différence, elle est assez simple. Et il y a des mentors aussi. Mentors qui font du mentorat. Les différences sont assez simples. Un mentor te dit, je suis allé là, c'est là que tu veux aller également. D'après mon expérience, voici comment on y va le plus simplement. Thérapeute, il va creuser dans ton passé, tes douleurs, tes émotions, tes énergies, etc. pour voir ce qui s'est passé, pour t'aider à te libérer de certaines choses. Le consultant, il dit, ok, moi j'ai une expertise dans tel truc, chez vous ça bloque, voici comment le résoudre. Et enfin, t'as le coach, qui normalement est en posture basse essentiellement la plupart du temps, et ça c'est une posture de questionnement. Le coach ne te dit jamais quoi faire. Jamais. Le coach t'interroge pour que soit tu trouves, soit tu te questionnes différemment et tu ailles regarder différemment, tu changes d'angle de vue, etc. Donc si tu veux déjà, vu qu'on mélange tout, c'est le bordel. Le métier de coach, la pratique délibérée du coaching, c'est une des multiples pratiques d'accompagnement qui permet, à travers notamment des questionnements, des déblocages de la PNL et d'autres pratiques de psychocognitive, de psychosocial et de plein de choses, d'entraîner un passage à l'action et un changement, des fois brutal, des fois moins, de comportement et d'état d'esprit. Ok, c'est intéressant parce que effectivement, moi j'ai du mal à mettre une étiquette sur ce que je fais. Effectivement, il y a le terme coaching, mais en vrai, quand tu me parles thérapie, mentorat, consulting et coach, j'ai un peu tout en fait dans ma manière dans ma manière d'accompagner. Si tu veux, c'est un peu mélangé tout ça. Et je trouve ça intéressant effectivement. Mais il y a des moments je me sens mentor, il y a des moments je me sens clairement thérapeute parce qu'on parle à fond énergie. On est vraiment aussi dans des pratiques que moi je fais beaucoup dans les pratiques spirituelles ou autres qui viennent aider. Mais c'est un outil que je viens utiliser à certains moments, tu vois, ou même dans une énergie d'être. Et toi, du coup, tu te définis comment, toi, aujourd'hui? Moi, c'est un peu délicat parce que, si tu veux, j'ai évolué. Au début, je faisais surtout du mentorat et du consulting, moi. Mais forcément, à force de pratiquer les coachs, je sais comment ils travaillent, je comprends, je suis capable d'appliquer l'outil coaching, même si moi, personnellement, j'y suis pas formé. Aujourd'hui, moi, je suis surtout le fondateur d'une entreprise d'accompagnement marketing pour des coachs, des thérapeutes, des pros de l'accompagnement, des formateurs, des consultants, etc. Tout le tralala. Et moi, aujourd'hui, si tu veux, si je dois me définir dans tout ça, je suis chef d'entreprise, je suis un marketeur avant tout, ça reste ça mon métier de base. Hein. Souvent, je vais me positionner sur du mentorat, à savoir, voici ce que j'ai accompli, j'ai vu plein de gens l'accomplir, voici comment l'accomplir toi aussi. Mais je peux pas me définir comme coach.
Je pratique pas le coaching plus de 30 minutes par an. Je suis pas formé à cet outil. Je ne suis pas coach. Et on en parlera après, l'appellation coach de coach vient derrière autre chose, mais foncièrement, c'est ce que au début, je leur répondais ça pour essayer d'expliquer. Je ne suis pas coach, arrêtez. Mais moi, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, marketeur et à la limite mentor, même si le terme, quand c'est toi-même qui l'utilise, ça fait un peu bizarre, tu vois. Mais je pratique le mentorat, si tu préfères. Ouais, mais c'est ça que tu dégages. Je te vois pas comme un coach. Moi, effectivement, il y a le côté chef d'entreprise sans problème, qui market bien, donc qui en fait sait bien communiquer, qui sait bien faire passer ses idées, qui sait bien se positionner. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où je te vois en fait, voilà, chef d'entreprise avec des coachs avec qui tu travailles, qui aident à faire passer de 6 mois, voilà, des personnes à développer leur offre. Et on verra, on en reparlera un peu plus tard. Et il y a aussi Coleman Publishing, c'est le nom de ton entreprise, ça? Ouais, c'est ça. Et ça fait grande maison d'édition américaine, tu vois. Il y a un truc. Alors, je peux très bien t'expliquer pourquoi. C'est que quand j'ai créé cette société, je repartais de zéro après la fin d'une association. C'était en mars-avril 2021, si je dis pas de bêtises. Et à cette époque-là, j'étais très dans un trip de je vais écrire des blogs et des bouquins, c'est mes premiers amours, je vais revenir à ça. Et j'étais persuadé que j'allais faire ça, tu vois, genre des newsletters, des blogs et des livres. La réalité, c'est que j'ai pas fait de blog. J'ai écrit un livre et je me suis rendu compte que si tu fais un truc un peu quali, c'est quand même très très chiant. Moi, j'aime écrire, mais pas forcément pour publier un bouquin derrière. Et que tout ce monde du média, j'allais y revenir plus tard, mais c'est peut-être pas là où je devais aller tout de suite. Mais la société était créée, elle s'appelait Coleman Publishing et c'est ok aujourd'hui, tu vois. Mais il y avait un lien avec l'édition à la base. Tout à fait. Mais ce que j'aime bien en même temps, c'est ça. Et souvent, moi, je dis, je me suis pris la tête à être hyper aligné. Parler juste, enfin que tout soit bien en harmonie, mais en fait je trouve que ça crée une personnalité, que ça soit Coleman Publishing, le coach dans ton côté marketing et tout. En fait tout ça crée une personnalité, un branding, mais en fait c'est ça son personal branding, soit c'est le plus important et donc finalement c'est au service quoi. Des fois je m'allège là-dessus pour éviter de me prendre le chou et même quand j'accompagne des personnes en fait il y a pas ces cases là, plus on en sort plus on est soi en fait. Est-ce que tu ressens ça toi aussi? Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, plus que ça, je vois beaucoup de gens, que ce soit dans le milieu corporel des entreprises ou dans le milieu de l'accompagnement, qui cherchent à travers le nom, les couleurs, l'identité de marque, à tout définir en amont pour obliger l'autre à percevoir quelque chose. Le branding et le personal branding, c'est ce que les autres disent de toi quand t'es pas là, globalement. C'est comment ils te définissent quand t'es pas là. Tu peux essayer de l'imposer, par répétition, martèlement, etc. Carglass répare, Carglass remplace, on connaît. Mais la réalité, c'est que indéniablement, ton branding va finir par être ce que tu es vraiment. Et donc en fait, si de toute façon les gens vont penser de moi ce que je suis ou ce qu'ils perçoivent de moi, pourquoi est-ce que je vais m'emmerder avec des noms, des couleurs, des machins, des trucs? Moi, quand j'essaie d'expliquer les valeurs qu'on a pensées pour Coleman Publishing au début, il y a personne qui s'y reconnaît jamais. Alors au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. J'ai laissé mes clients et mon audience définir ce qu'ils voulaient définir de moi et de mon audience et de mon branding. Et moi, je suis moi. Et donc, en fait, à partir de là, nom de marque, machin, truc, etc., je m'emmerde plus, en fait. Ouais, t'as raison. Et c'est là où, en fait, finalement, tu es toi, mais c'est pour ce que tu fais qu'on te reconnaît et qu'on te voit. Mais en fait, ça crée une marque, finalement. Ça crée toi. Complètement. Et donc, c'est cool. Ok. Avant qu'on tire une carte, je voudrais savoir, ça fait combien de temps que t'es dans le coaching game ou dans ce milieu de l'accompagnement, ce grand marché? Alors, moi j'ai fait mes premières armes déjà dans le milieu du coaching et de l'infoprenariat, donc des infoproduits en 2013, et c'était dans le monde de la séduction et du développement personnel, parce que j'ai fait des stages d'études là-bas, etc. Puis je suis resté dans cette communauté de séduction dev perso, séduction pas les pick-up artists, c'était plutôt une sous-branche si tu veux de ce monde de la séduction d'internet, où on avait tendance à dire aux gens devenez un meilleur vous-même et vous allez attirer des meilleurs les autres et travailler sur vous. Et j'ai travaillé là-dedans en tant que coach superviseur sur des forums, etc. pendant 5-6 ans. Mais derrière le coaching, le monde du coaching tel que je suis dedans aujourd'hui, je crois que c'est 2017-2018, quelque chose comme ça. Ok, ouais, donc un sacré petit paquet de temps. Ah, c'est intéressant, ouais. Donc tu as commencé le coaching par la séduction, par le dev perso pour amener justement à rencontrer ou en tout cas à être en lien avec quelqu'un. Ouais. Très bien. Et ben on va poser une question aux cartes. Alors tu choisis soit une photo, soit un mot, soit une question. Et on va questionner l'idée, l'intention, c'est d'aller voir ton passé un petit peu. Très bien. Et voir ce qu'elles nous disent. Tu choisis quoi? Un mot. Allez. Mes petites cartes point of view. Merci, chère carte, de nous montrer un mot pour éclairer le passé de Jérémy. Et tu verras ce qui vient. Tu me dis stop quand tu veux.
Stop. Hop. Le mot c'est coincé. Oh, putain. Si, je peux raconter des trucs avec ça. Vas-y. Aujourd'hui, je suis très à l'aise en vidéo. Parce que je l'ai beaucoup répété. Sur scène, passer les 5-10 premières minutes et mon track, je suis assez à l'aise aussi. Je suis à l'aise avec les gens, je suis à l'aise en coaching, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'étais un très grand timide. C'est-à-dire que tu me parlais, je devenais tout rouge, je regardais mes pieds. Faire une vidéo, c'était impensable. Et en post-bac, donc quand j'ai fait mon école de communication, j'ai séché un semestre entier d'un cours pour pas passer devant la classe. J'étais ce genre de mec. Et ma première vidéo, elle est encore sur mon YouTube, elle est en privé, je la déterre de temps en temps pour les clients pour montrer d'où je pars. Elle dure 1 minute. J'ai dû m'y reprendre à 47 fois. À un moment, j'ai dû m'allonger par terre, les pieds en l'air, parce que j'étais en train d'hyperventiler, j'ai failli faire un malaise. Une des premières fois où j'ai dû monter sur scène, 1 heure avant, j'étais en train de vomir. À la base, je suis un très grand timide, et sûrement que je le suis encore, mais je l'ai beaucoup travaillé par répétition. Donc si tu veux, je suis sûrement toujours timide, mais ce qui était inconfortable est devenu confortable, et donc tant que tu me sors pas de ma zone de confort étendue, ma timidité ne soit plus du tout. Mais pour moi, à l'époque, la vidéo, parler à des inconnus, être sur scène, tous ces trucs-là, c'était un enfer pour moi. J'étais très coincé dans mon truc, genre comme ça, fallait pas qu'on me regarde, surtout, je voulais être caché. Et d'où le côté, avec cette douleur, t'allais chercher le dev perso et la séduction pour commencer à faire ses premiers pas? Non, parce que au début, si tu veux, je me suis rendu compte que sur le terrain des gens très à l'aise en société, j'allais pas gagner. Je parle toujours, si tu veux, de savoir sur quelle échelle de compétences tu vas te frotter aux autres. Je te donne un exemple. J'aime bien faire du sport. J'aime bien courir, j'aime bien soulever des trucs à la salle, des trucs comme ça, etc. Mais vraiment, j'ai aucune prédisposition génétique pour ça. Aucune. C'est-à-dire qu'en m'entraînant 20 fois plus dur que les autres, j'arrive à être moyen plus. Moyen bon, on va dire. Et il y a des gens, en n'ayant jamais fait de sport de leur vie, ils sont meilleurs que moi à mon meilleur niveau. Donc si tu veux, ça sert à rien d'aller à un endroit où il y en a qui partent de 0, ils sont à 7 sur 10, et moi, le meilleur de ma vie en m'entraînant, j'arriverai à 6. Et si tu veux, cette échelle de à l'aise en société, je ressentais un peu ça à l'époque. Je me suis dit, ok, parce que moi j'ai commencé donc avec séduction et tous ces trucs-là. Je me suis dit, ok, dans la rue, en société, un machin, un truc, moi je vais me battre comme pas possible, je pars de moins 8000, je vais arriver à 5, tu vois. Il y a des mecs qui naissent à 7. C'est pas la peine. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que avec Internet, est-ce que avec les SMS, les messages, Facebook et tout, je peux faire un truc, tu vois. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, c'est de là qu'est partie toute ma stratégie business et marketing, on enseigne aussi. C'est comment je fais pour parler à plein de gens dans un endroit qui est confortable pour moi, à savoir chez moi avec mon téléphone. Donc non, en fait, je suis pas allé vers le dev perso et la séduction pour être plus à l'aise en société. Ça a été plutôt une conséquence, tu vois, de la multiplication des rencontres, des actions, etc. J'ai fini par être plus à l'aise. Mais à chaque fois que je me mets face à un nouveau défi de prise de parole, de trucs comme ça, j'ai le même track que quand j'avais 12 ans, quoi. Ok. Eh ben moi écoute, c'était un peu la même chose, difficulté de prendre la parole et tout. Moi à la base j'étais coloriste de films d'animation, donc j'étais derrière mon ordinateur, c'était très facile avec de la musique, écouter du son, du podcast et tout. Et c'est vrai que de prendre la parole en public et de faire des vidéos et même d'échanger avec un inconnu comme toi, même si déjà découvert un peu sur les réseaux et tout, mais il y a le truc là qu'est-ce qu'il y a en plus il audite les coachs, attention. Et tu vois, il y a ce truc là qui est vraiment génial, et par la répétition comme t'as dit, c'est trop cool parce que c'est ça aussi que j'apporte aux personnes, genre on peut partir de moins 8000 comme tu dis et finalement on arrivait à communiquer tous les jours sur les réseaux, avoir une parole impactante et puis faire des vidéos et faire des scènes. Et moi je sais ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la pratique de tout le côté énergétique. Les soins énergétiques, les choses comme ça et tout, moi ça m'a enlevé des trucs dans l'invisible qui font que putain c'est vachement plus facile qu'avant. Et à moins qu'évidemment il y a des marches et à un moment tu me mets devant une scène de 1000 personnes, ouais ça va trembler et va falloir aussi répéter dans l'action quoi. Mais c'est moins dur 1000 que 20. Ouais. 1000, t'as une foule indistincte avec les lumières dans la gueule, tu les vois pas, t'as pas l'impression d'avoir des individus en face de toi. T'as un tas flou. 20, tu vois chaque yeux braqué sur toi. Ouais, t'as raison. C'est clair. Et quel a été toi ton plus gros challenge prise de parole? T'as fait quoi, des grandes salles ou Mon plus gros challenge, je pense que j'ai eu, c'était la télé. Okay. Ça, c'est terrible. Et si tu veux, moi, ma première télé, en plus, c'était bien avant le monde du coaching. Je travaillais dans la mode et j'ai organisé un événement à l'époque à Strasbourg où je vivais. Et en plus, j'étais jeune, je faisais la fête et tout. Si tu veux, un matin, je suis dans mon lit,
je suis pas en grande forme parce que je suis sorti la veille. Et j'ai la personne avec qui je travaille à l'époque qui m'appelle à 14h alors que je venais de manger, je comptais me rendormir, hein, un étudiant quoi, et qui me dit Jérémy, tu dois être chez cette télé dans 15 minutes, je devais faire l'interview, je peux pas. Je suis dans mon lit en caleçon. Je fais oh putain, donc première télé de ma vie et je suis pas dans les bonnes conditions physiques en plus, tu vois. Et j'arrive là-bas, il me fout dans une salle toute blanche sur un tabouret. Et j'ai 20 caméras autour de moi. Et le mec, il est derrière une vitre. Et là, il commence à me poser des questions. Et je sens à chaque réponse que j'arrive à articuler que mon cœur s'accélère. Et vraiment, il met le stop de fin. Je pense que j'étais à 30 secondes de tomber du tabouret et de perdre connaissance. Ah ouais. Mais vraiment, hein. Ouais, genre vraiment, je sentais que j'étais au bout, je pouvais presque plus parler. Et ça s'arrêtait là. Et ça, c'était le plus dur de ma vie. Et après les autres trucs, il y a eu des choses difficiles, mais franchement c'était ça le plus difficile. La première télé c'était un enfer. Et t'as refait des télés après? Il me semble que j'en ai fait une ou deux, ouais. Mais en général c'était toujours des petites émissions, des petits trucs, des petits reportages, ou alors c'était filmé dans des trucs plus confidentiels, même si c'était diffusé largement ensuite et tout, c'était plus simple après. Mais celle-là vraiment ce truc de t'être dans une salle tout seul avec 20 caméras derrière une vitre, c'était horrible. Tu m'étonnes. Bah bravo en tout cas pour avoir avancé et continué là-dessus. Effectivement, donc le réseau social, tu dis ok, je suis dans un endroit confortable et je peux communiquer à plein de gens. Ouais. Et comment ça a grandi ça? Comment tu as commencé à écrire? Donc tu parlais de blog et de bouquins, t'avais envie de ça? T'avais peut-être ouvert un blog aussi au départ? J'en ai ouvert plein. J'ai eu mon premier blog en 2012. C'était des chroniques un peu satiriques, un peu névrotiques. À l'époque, je lisais beaucoup de Beck BD, Lolita Peel, Bret Easton Ellis, des choses comme ça. Bukowski et tout. Et vu que je lisais ça, ça me parlait, j'avais envie d'écrire des trucs comme ça, donc j'écrivais des trucs comme ça. C'était pas extraordinaire, c'était pas très intéressant, il y avait quelques potes et assimilés qui me lisaient, et puis voilà. Derrière, je me suis intéressé à la mode, et j'ai ouvert un blog sur la mode masculine, qui est devenu un média, qui a été 4e média national sur la mode masculine. On avait une équipe à la fin. Be What You Wear, soit ce que tu portes. bw-yw.com, il a été revendu, il existe toujours. Il a été repris. Ensuite, j'ai eu un blog sur le sport. J'ai eu des médias sur le street workout, sur le business. J'ai eu plein de trucs. Et à un moment, le blog et le format long, qui devait être structuré pour du référencement Google, etc., m'amusait moins. Et je me suis dit, je peux aller faire du format qui est plus fun pour moi, qui se snack plus, tu vois. Même si le contenu est long, mais c'est du contenu long, je s'en fous qu'il soit référencé, etc. Je peux en faire tous les jours. Et c'était à peu près l'arrivée de Facebook. Donc j'ai commencé à poster des trucs sur Facebook, sur LinkedIn, j'ai testé un peu tout, tu vois. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à là, et j'ai vu qu'en fait, si je suis face à des gens, je peux toucher une personne à la fois. De temps en temps, il y a des scènes, t'en touches plus, tu vois. Sur Facebook, le post qui me prend 10 minutes, d'abord je touche une personne, mais dans 10 ans, je peux en toucher 100 000. Il m'a pris toujours 10 minutes. Et c'est cette opportunité du one too many qui m'a donné envie de rester, en fait. C'est tout à fait ça, puis ce côté evergreen qui fait que je plonge là dans ton univers, j'ai tous tes posts LinkedIn, enfin je te découvre et j'ai envie de tout manger, j'ai envie de lire, j'ai envie de de plonger. Moi je marche vraiment comme ça. En ce moment je suis sur Dan Koe, je sais pas si tu connais KOE, qui est assez incroyable. Le nom me dit quelque chose mais je vois pas. Et il a une super chaîne YouTube et il écrit des super contenus, puis très tranché. J'aime bien aussi je crois que ça vient aussi de l'anglais. Cette langue est vraiment forte pour être vraiment tranchante, impactante en peu de mots, tu vois. Et j'adore ces posts très courts et également ces vidéos de 20-30 minutes sur YouTube où il parle du soloprenariat, puis également il dit que you are the niche, tu vois. Donc on revient sur ce truc, c'est toi en fait, arrête de chercher à te positionner, tu es la niche avec tout ton univers, avec tout ce que tu fais, au lieu de chercher toi à te mettre sur telle catégorie. Et j'adore. Et après, tu plonges là-dedans, t'as toutes ces vidéos. T'as des heures de contenu, t'as tout ça. Toi, tu parles, t'as un podcast aussi. T'as 30 épisodes, là. Non, 50, tu me disais, là, sur le dernier. Ouais, une cinquantaine, ouais. Money, hein, c'est ça, c'est celui-ci. Ouais, j'ai un podcast qui s'appelle Money. J'ai la chaîne YouTube qui porte mon nom. J'ai eu d'autres podcasts par le passé sur d'autres thématiques. Certains sont encore en ligne, d'autres pas. J'ai toujours bien aimé le média dans son ensemble, en fait. C'est clair. Amusé. Et j'adore, moi aussi, je suis vraiment un homme de médias dans le sens que j'adore communiquer et qu'aujourd'hui c'est tellement facile de pouvoir écrire sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, de trouver une forme. Même pour moi, c'est raconter une histoire, de préparer une formation ou de préparer même un contenu gratuit. J'adore ces trucs-là. Je suis en train de raconter un truc, là je suis en train d'en faire un sur la création de contenu. C'est mes chapitres, tu vois. Tiens, je vais mettre comment je l'organise. J'ai vraiment l'impression de faire un sommaire et on est toujours en train de raconter, de communiquer. Et donc comme je disais, le côté evergreen, c'est que
ouais, on découvre un univers, on y plonge et là on hallucine. Et donc du coup c'est ça aussi qui nous donne envie de peut-être travailler avec cette personne parce qu'elle a une offre, parce qu'elle a quelque chose, elle a un e-book ou elle a un service à nous proposer qui nous va bien. Et donc toi t'écris en fait depuis un sacré paquet de temps, donc même avant 2013. Ouais. Ok. Ouais, les premiers écrits doivent dater de 2011-2012. Quel est le recul que tu as justement sur tout ce que tu as créé comme contenu, sur pourquoi c'est pour toi, est-ce que pour toi c'est obligatoire aujourd'hui de communiquer et de se mettre à faire entendre sa parole quand on développe même sa vie personnelle mais également sa vie professionnelle? Comment tu as du recul là-dessus? Rien n'est jamais obligatoire. Mais à partir du moment où tu es entrepreneur ou tu as une entreprise, où tu développes des services ou peu importe, de toute façon il va falloir que des gens les connaissent. Donc tu peux communiquer toi ou faire communiquer d'autres. Le truc, aujourd'hui, pour moi, la marque personnelle et l'audience, donc le média de manière générale, sont ce que Buffett appelle des mottes, des douves. Si aujourd'hui, je te donne un exemple, je sais pas, quelqu'un connu dans le marketing, Marketing Mania, Stan Leloup, si je veux le copier, je peux pas. Il y a 450 000 personnes qui suivent Marketing Mania. Donc ça veut dire que n'importe quel pimpin qui arrive demain peut pas faire la même chose. Parce qu'il y a l'audience. Si demain il veut lancer une nouvelle boîte, il a 450 000 personnes qui le suivent. Lui, il fait pas de publicité, mais s'il en faisait, sa pub saute, 450 000 personnes qui le suivent. Il a un edge, un avantage, une marche sur laquelle se reposer, quoi qu'il fasse. L'audience aujourd'hui, c'est ça. Les milliardaires de demain seront des gens du média. Si tu regardes sur l'échelle des milliardaires, d'abord il y avait les pétroliers, ensuite il y a eu les industriels, ensuite il y a eu la tech, les startups, et les futures générations de milliardaires, ce sera l'ère du média. Tu regardes aujourd'hui des Kylie Jenner, Kendall Jenner, MrBeast, Joe Rogan, tout ça, c'est des gens, les entreprises qu'ils développent sont pas mieux ou moins bien que ce qu'on faisait avant et ce qu'on fera après. Mais ils ont une audience de dizaines, centaines de millions de personnes prêtes à acheter leurs produits en un clic. Et c'est une audience qu'on appelle permissionless. T'as pas à payer ou demander l'autorisation ou être validé par un dictat, par une nomenclatura pour avoir le droit de passer dans les médias. C'est tes médias, tu fais ce que tu veux. Et c'est en ça que la personal brand et l'audience, le média sont essentiels, parce que ça veut dire que tu n'as plus besoin de la permission de personne et tu es libre de communiquer ce que tu veux, comme tu veux, à qui tu veux, quand tu veux. Ça, c'est un avantage extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui. C'est clair. Ça, et le sans permission, c'est le titre du podcast de Oussama. Ouais, de Yomi Oussama. Et de Yomi que j'adore. Et c'est vrai, en fait, t'as plus aucune excuse aujourd'hui déjà pour faire n'importe quel business, n'importe quelle passion peut devenir quelque chose avec assez de créativité, un truc qui peut très bien fonctionner. Et c'est fou à quel point. Et j'aime beaucoup Thibault Louis aussi que je suis sur LinkedIn, qui est une belle communauté. Et pareil, il fait des rendez-vous d'une heure. Là, en ce moment, il fait un peu des conférences quoi en ligne. Ouais. Il a besoin de personne et il ramène à fond du monde. Il développe à fond son CA et il partage surtout du contenu qui a beaucoup de valeur, du savoir. Et merci, hein, j'ai besoin de personne d'autre. J'adore cette liberté que ça crée dans nos vies et dans nos métiers, quoi. Et Thibaut a très bien compris une chose, c'est que de par son audience, il fait ce qu'il veut. Lui, en l'occurrence, il s'assimile à travers solopreneur, tu vois, mais il a l'expression qu'il utilise, c'est les punks du web. Ouais. Est-ce que tu penses que les punks du web ont une seule chance d'aller à la télé pour pitcher ce qu'ils font? Non. Non. Ni dans les médias traditionnels. Et la publicité payante coûte très cher, de plus en plus cher. Et qui plus est, quand tu es dans l'industrie qu'on appelle du make money et du marketing, encore plus cher. Thibaut peut faire ce qu'il fait, et il le fait bien, parce qu'il a bâti l'audience. Et qu'en fait, il a besoin de demander l'avis de personne pour lancer un truc. Oussama Ammar l'a prouvé aussi récemment. L'entièreté des médias d'internet disent que c'est un monstre. Et lui, il lance ses formations. Il a des gens qui l'aiment bien, qui l'ont toujours suivi. Et il fait du cash. Et il aide des gens. Alors qu'il est blacklisté de tous les médias. C'est clair. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, c'est d'autres univers. Et pour moi, ce qui est génial aussi, d'un point de vue invisible énergétique, dans tous les cas, il y a critique bonne ou mauvaise, c'est de l'énergie. Et t'envoies de l'énergie à ces personnes, en fait. C'est toi, tu décides de comment tu vas te faire dégommer ou pas parce qu'on va te dire de toi, de critiquer. Effectivement, il y a toute une sphère qui peut te détester. Mais si toi, t'es aligné à tes valeurs et qu'il y a des gens qui s'y reconnaissent et que tu transformes, bah c'est ok. Tu seras jamais aimé par l'entièreté du monde. Je te le souhaite pas, en tout cas. C'est pas bon pour toi. C'est pas très grave. Joe Rogan a construit son audience sur les rednecks du fin fond de l'Arkansas à leur parler d'ovnis et de conspiration. Et aujourd'hui, c'est le podcast le plus cher du monde. Il a été racheté par Spotify à l'époque pour 100 millions. Ouais. Voilà, bon. Il y a de la place pour tout le monde.
C'est clair, il y a clairement de la place pour tout le monde. Quel serait... putain, j'ai plein de questions qui viennent en même temps. Par rapport à la communication, comment toi, tu vois aujourd'hui le métier d'accompagnement? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui sans les réseaux pour toi? Je vois pas comment. Si t'es sans les réseaux, tu es dépendant du bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça a rien de prédictible. Et tu peux pas l'accélérer, enfin, tu peux pas faire grand chose avec. T'es dépendant du référencement extérieur, des annuaires, des machins. Donc ça veut dire que t'es noyé dans la masse et que t'as aucun moyen de te différencier. Je suis sûr qu'on doit pouvoir, mais de même que je peux courir un marathon sans chaussures, mais c'est quand même mieux avec, quoi. Tout à fait. Voilà. Tu commencerais par quoi aujourd'hui? Facebook, LinkedIn, Insta, pour te lancer? Ça dépend de la cible. Ça dépend à qui. Alors ça dépend de plusieurs choses. Premièrement, ça dépend à qui je m'adresse. Je m'adresse, tu vois, à des mères au foyer, même si le terme aujourd'hui est un peu galvaudé, ça va un peu plus rien dire, mais bon, tu vois la catégorie socio-professionnelle dont je parle. Je m'adresse à des mères au foyer de 45-50 ans. Il y a assez peu de chances qu'elles traînent sur LinkedIn toute la journée. De même qu'il y a assez peu de chances, par exemple, qu'elles soient sur Quora ou Medium. Oui. Elles vont être sur Facebook, Instagram essentiellement. Donc je vais là. Je m'adresse à des cadres sup en reconversion, je vais sur LinkedIn. Ils traînent pas sur Facebook, ils savent même plus que ça existe. Je m'adresse à des jeunes freelance digital nomades, je vais sur Twitter. En fait, déjà, je choisis le réseau en fonction de la cible. Il faut que ma cible passe du temps sur le réseau où je veux aller. Ensuite, derrière, je regarde où est-ce que moi je suis le plus à l'aise. Si je déteste plus que tout au monde la vidéo, c'est pas la peine que j'aille sur TikTok ou sur YouTube. Faut que je trouve une autre solution. Et en couplant le où est-ce que eux ils sont et qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, je trouve l'endroit où commencer. Tu penses que tous les réseaux se valent? Tout à fait. Tout à fait, je suis assez d'accord avec ça. Et toi, tu penses que, pour moi, la vidéo, il y a quelque chose d'hyper puissant parce qu'on connecte avec l'être humain, avec son regard, avec son non-verbal, et il y a quelque chose pour moi ça me fait chier, hein, parce que j'ai commencé par le podcast, j'adore l'audio, je pensais que l'audio pouvait vraiment remplacer ça, et en fait, je me rends compte que quand je suis en vidéo, c'est fou à quel point je connecte avec les gens, quoi. Est-ce que tu te dis que la vidéo, on peut vraiment s'en passer et jouer que sur les mots, ou finalement ça devient, c'est juste parce qu'on a peur, on a notre timidité, on a effectivement ces freins-là. Est-ce qu'il faut vite aller les traverser pour communiquer en vidéo, ou l'écrit peut vraiment suffire? Alors l'écrit il remplacera, enfin ce sera jamais pareil que la vidéo. En fait, si tu veux, en termes de proximité, on a le niveau le plus haut de proximité d'un humain à un autre, c'est on se voit en vrai, on se parle. Le niveau d'en dessous c'est la vidéo, le niveau d'en dessous c'est l'audio, le niveau d'en dessous c'est l'écrit. Audio, podcast, téléphone, etc. Donc de toute façon, le vrai ou la vidéo sera toujours meilleur que le reste pour créer de la relation. Maintenant, pour qu'une personne ait envie d'acheter chez toi, en général, il faut qu'elle ait passé 7 heures avec toi. Elle peut les passer en podcast. Regarde aujourd'hui, un bon exemple, c'est Aline Bartoli, The Bee Boost. Ouais. Un des podcasts business les plus écoutés en France. Elle est pas sur YouTube. Alors elle fait quelques reels sur Instagram, mais elle l'a pas toujours fait. Ouais. Avant ça, essentiellement, c'était son podcast, qui est un des meilleurs podcasts de business en France. Elle est pas allée sur YouTube. Elle dit que c'est un coup d'opportunité trop important et que le choix le fera bien. Et je pense qu'elle a raison. Donc non, le podcast peut suffire. Faut savoir ce que tu cherches, encore une fois, à qui tu t'adresses. Le podcast n'est pas écouté par tout le monde, de même que YouTube n'est pas consommé par tout le monde. Je pense pas que être que en podcast ce soit un frein, même si aujourd'hui, si tu veux, ça se démocratise de faire des podcasts vidéo, des talk shows finalement presque. Et si tu fais ton podcast en vidéo, tu peux le mettre sur podcast, sur YouTube, et le découper pour en faire des formats verticaux courts que tu mets partout. Donc en fait, la vidéo pour le podcast devient un moyen extraordinairement facile de diffusion. Oui. Parce qu'avant de diffuser un podcast qui était 100% en audio, c'était quand même un sacré niveau d'emmerde. Ouais. D'ailleurs, le podcast, tu passais 20% en prod, 80% en diffusion. Hein. La vidéo simplifie ça. Maintenant, est-ce que la vidéo est un passage obligatoire? Je suis pas sûr. Ok. Et comment tu vois les personnes qui arrivent à toi? On va parler un peu de tes accompagnements. Tu fais faire quel mouvement aux personnes qui arrivent à toi, à Coleman Publishing? Alors, on a plusieurs niveaux d'accompagnement, mais globalement, les personnes arrivent chez nous, elles ont une expertise. Elles savent que la vendre à l'heure, la sous-vendre, c'est pas viable. Et que le meilleur moyen, c'est de créer une offre d'accompagnement pour créer des vraies transformations avec ce qu'ils savent. Nous, derrière, on va leur apprendre à mieux choisir leur cible, à mieux comprendre cette cible, à créer une offre adaptée, à la diffuser, à créer une audience d'acheteurs et pas une audience d'influenceurs. On va leur apprendre à vendre, mais vendre chez nous c'est un peu particulier si tu veux, parce qu'on est sur une stratégie assez douce où on attire plutôt que d'aller chercher. Donc on a décidé que c'était pas vendre qu'on allait dire nous, c'est donner envie d'acheter. Donc c'est différent dans l'approche.
Derrière, on va leur apprendre à être plus connus, plus visibles, créer une audience plus large. Ça, c'est ce qu'on fait dans le niveau 1. Et après, le niveau 2, on va aller ajouter de la croissance à tout ça en ajoutant de la structuration, des stratégies evergreen, des choses assez stables, et se positionner ensuite dans le niveau 2 en chef d'entreprise d'une entreprise d'accompagnement. Mais dans le niveau 1, en fait, c'est vraiment juste réussir à faire de l'artisanat haut de gamme et vivre très confortablement de son activité. J'aime bien ça, artisanat haut de gamme, c'est cool, effectivement. Parce qu'il y a vraiment ce truc, chacun et chacune de nous a vraiment cette spécificité avec toute son histoire, toute sa manière de faire, et comment elle le met en lien, elle arrive à le réunir pour en faire une offre attirante. Et donc ce niveau 1, donc c'est vraiment cet artisanat, le niveau 2, c'est plus, on développe le côté plus entreprise. Ouais, en fait, dans le niveau 2, on va venir leur apprendre à faire les premiers recrutements, les premières délégations, à mettre en place des systèmes automatiques. Alors, automatique, attention, c'est pas revenu passif, tout est facile, tout tourne tout seul. C'est juste, j'ai pas besoin de répéter moi-même l'action à la main. Je mets en place un système qui la répète pour moi et je surveille mon système. Ça peut être une masterclass, ça peut être un atelier gratuit, un webinaire, ce que tu veux, peu importe, tu vois. Et je mets en place l'équipe qui va piloter la boîte de plus en plus. Et ensuite, si tu veux, t'as des gens qui sont des marketeurs et qui vont sortir du coaching le plus vite possible. T'as des gens qui sont profondément des coachs et eux, leur but, c'est de sortir du marketing le plus vite possible. T'as des gens qui aiment vendre, qui aiment pas vendre. En fait, c'est à quel endroit on te sort de ta propre entreprise et à quel endroit tu y restes. Chacun fait ses choix. C'est ça qu'on va venir structurer dans l'étape 2. Ok. Et on peut rester en fait finalement dans l'étape 1 si on veut rester plus en solopreneur, voilà, artisan et... Ouais. Il y en a plein qui restent. Ouais, je me reconnais bien dans ce truc. Très peu de gens vont après. Parce qu'avec l'étape 1, si tu l'as fait assez longtemps, assez bien, et après ça dépend des industries, des marchés et tout, mais tu peux aller chercher des chiffres d'affaires de 100, 150, 200 000 euros par an. Même avec les fiscalités les plus éclatées par terre, franchement ça va, t'es tranquille quoi. Tu vis bien, t'as une vie qui est confortable. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette ambition d'aller chercher autre chose. Et c'est ok. Ok. Et comment tu as construit ces offres, toi? Ça a commencé comment, ce côté où tu transformes le côté écriture, tu communiques et tout, comment ça devient une entreprise et tu te dis je vais aider des gens en fait à se développer? Alors moi, si tu veux, j'ai un master 2 en stratégie digitale des marques. Donc si tu veux, j'ai fait des études là-dedans. Derrière, j'ai eu du média, j'ai bossé un peu en agence, j'ai bossé pour des grands comptes, donc des grandes entreprises en sous-traitance. J'ai créé ma propre agence, j'ai accompagné des dirigeants à mieux communiquer, j'ai bossé sur des grosses marques internationales pour leur apprendre à communiquer sur les réseaux, etc. J'ai toujours été un peu là-dedans. Et à un moment, ce monde corporate, j'en avais marre. Il me faisait chier, pour une raison que j'explique, qui est toujours très simple. C'est celui qui décide, celui qui paye et celui qui applique sont 3 personnes différentes dans le monde corporate. Ça veut dire que la moitié de ton travail est politique. C'est relou. Ça me faisait chier. J'en avais marre. C'était insupportable. Donc à un moment, je jette tout par la fenêtre et je dis, moi je vais retourner à mes premiers amours, l'infoproduit, le coaching. Et en fait, d'abord je faisais des heures pour voir un peu ce qui se passait, tu vois, pour comprendre. Ensuite, j'ai commencé à proposer des accompagnements individuels un peu plus longs. Et en fait, quand je voyais que j'ai 10 de mes accompagnements qui me posaient la même question, j'en faisais une vidéo. Je fais, ok, ça c'est un pain point, ça revient régulièrement, je fais une vidéo, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis j'ai construit un premier programme de groupe, puis un autre, puis un plus gros, puis j'ai mis des gens à ma place. Et en fait, ça s'est fait vraiment par étapes en 5-6 ans, quoi. Et qu'est-ce que tu y retrouves, toi, comme joie, dans le fait d'accompagner, de transmettre, d'aider à enlever ces pain points, ces points de douleur que ces personnes rencontrent? Moi, je vois plein de choses différentes là-dedans. Si on se place vraiment au point de vue client, quand j'ai des gens qui sont dans des situations personnelles difficiles et que je vois commencer à enchaîner les ventes et changer radicalement leur vie, ça me remplit de gratitude à un niveau difficilement descriptible. Parce que je me dis, waouh, on fait ça pour des gens en fait. Ok, on est payé, on est très bien payé, hein, mais bon, on change quand même des vies parce qu'on a un bon produit, tu vois. Alors, on change pas toutes les vies, hein, mais ça c'est hyper gratifiant. Je vois ce que j'arrive à construire avec mon équipe, comment j'arrive à les faire grandir, le fait que j'arrive à payer des gens, à leur permettre de bosser comme ils veulent, où ils veulent, etc. Je trouve ça très cool. Pendant très très longtemps, je pensais que je serais un très mauvais CEO, un très mauvais manager, et en vrai, au début, je l'étais. Mais au fur et à mesure, plus j'apprends et plus je kiffe. Et puis moi, à titre personnel, ça me permet de grandir, ça me permet de rencontrer plein de gens, ça me permet d'avoir des revenus qui sont confortables. Et donc, à titre très personnel et égoïste, ça me nourrit de plein de façons différentes, tu vois, matériel et moins matériel. Donc c'est tout ça à la fois, en fait. T'as combien de personnes dans Coleman Publishing? Une quinzaine. Ok, cool. Et
Tu sens que là, c'est le meilleur endroit pour toi, pour justement apporter de la valeur, pour amener un truc en plus dans ce monde? Ouais. Ouais, parce que si tu veux, des fois j'ai toujours ce syndrome de l'objet brillant, tu vois. Je suis un marketeur, je pourrais faire un logiciel. Ce serait plus simple, il y aurait moins d'humains, tu vois. Ouais, je pourrais refaire du consulting très très haut de gamme. Avec ce que je sais aujourd'hui, je bosserais 3 à 4 heures par semaine, je gagnerais sûrement 3 fois mon salaire actuel. Mais la vérité, c'est que je me ferais chier assez vite. Et je pense que dans la mesure où ce que je fais aujourd'hui, je le ferais si j'étais pas payé, c'est que je suis bon endroit. Une excellente question. Est-ce que je ferais ce que je fais aujourd'hui si j'étais pas payé? Et ça, franchement, c'est clair. Et moi, je vois tout de suite, j'ai des périodes là où je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent et tout. Je m'en fais, mais j'aime tellement ce que je fais. Je m'en fous. En fait, l'argent, je m'en fous. Oui, ça va me permettre de payer des trucs et tout, mais je suis tellement heureux là où je suis. Ah ouais, ok. Ça, c'est grosse validation, quoi. Au niveau des accompagnements et des personnes, c'est quoi les points de douleur? Les personnes arrivent quoi en majorité comme problème justement pour que tu viennes les aider et les transformer? Le plus fréquent, c'est ce que j'appelle le manque de clarté. Je sais pas qui est ma cible, je sais pas quel est leur problème, je sais pas comment m'adresser à eux. Ça, c'est vraiment le plus fréquent et le plus dérangeant, je dirais. Derrière, c'est beaucoup de croyances sur le marketing et la vente. J'aime pas ça, c'est mal, c'est sale, c'est pas bien, on n'a pas le droit, etc. C'est manipulé. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses sur l'argent. Il y a aussi je ne sais pas me vendre. Mais t'es pas un kilo de patates, tu dois pas te vendre. Et là j'ai kilo de patates, mais c'est pas ça que je dis d'habitude, mais j'essaie d'être poli, on a quand même enregistré. C'est pas censé te vendre. Et derrière, en fait, si tu veux, c'est que des croyances. C'est des croyances et des blocages qui nous viennent en général de l'enfance et qu'on ramène dans le monde professionnel après. T'as Alexis de Yaniro, qui est une entreprise d'accompagnement et de coaching, mais plutôt sur de la start-up, RH, enfin des grosses boîtes, qui dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. Exactement. En fait, c'est ça qu'on coach. Si tu veux, j'ai pas envie d'être une entreprise de dev perso parce que je veux pas ça qui m'anime. Mais la réalité, c'est qu'on leur donne des actions business. Et en fait, si tu veux, on n'essaie pas de les coacher dès le début. Tu vois, fais ça, c'est la méthode. Fais ça, démerde-toi. Et en fonction d'où ils bloquent, on sait où ça bloque. Et donc on vient débloquer ça, donc ils peuvent passer à l'action suivante. Et il y a quelque chose qui bloque, donc on identifie, et ainsi de suite en fait. Et de toute façon, l'entrepreneuriat est un véhicule de développement personnel et spirituel, rien d'autre que ça. De ouf. C'est dans tous les accompagnements où moi on m'a coaché justement, et il y en avait un qui m'avait beaucoup marqué, c'était avec Margot Klein, que j'aime beaucoup, et son énergie et tout. En fait, toutes les problématiques qu'on avait dans l'immersion des 50 personnes, c'est pas des problématiques d'action ou autre, c'est juste de l'être. On vient vraiment, c'est pas dans le faire, c'est dans l'être. C'est tout ce qu'on vient de notre enfance, de notre passé, et de ces croyances, tu vois, qui sont là, mais vraiment ancrées, et quand tu les mets au jour, tu putain, et c'est jamais parce que tu fais pas les bonnes actions. Oui, par moment, t'es pas ajusté, mais c'est souvent les croyances que tu portes, quoi. Et Margot, elle rigole pas en plus, hein. Margot, elle te secoue. J'adore justement ce coaching, ce style de coaching là ou autre, ou en même temps tranchant, mais après avec aussi, tu sais, à des moments être dans cette énergie plus yin, plus enveloppante, où tu sais, ok, voilà, il faut ajuster dans ce truc là, mais je préfère qu'on me dise les choses clairement et me dire là où je merde ou là où ça va pas, parce que on n'a pas souvent cette occasion d'avoir des paroles aussi franches en fait dans la vie, dans ton métier ou autre, comme tu parlais de politique, où des moments on doit louvoyer dans tous les sens, il y a jamais de clarté, il y a jamais de... En même temps, c'est ça, si les gens arrivent avec peu de clarté, c'est parce qu'on nous en donne rarement. On est toujours en train d'éviter les blessures des uns et des unes et des autres, quoi. Ouais, moi, j'essaie de demander. Tu vois, quand je vois un gros bullshit en face de moi, alors quand c'est mes proches, je vais demander est-ce que tu veux du soutien ou est-ce que tu veux mon opinion? Et quand c'est des prospects, des clients, etc., je fais est-ce que tu permets que je te challenge là-dessus? Et je demande l'autorisation, en fait. Parce que je sais que derrière, je vais être une saloperie. Parce que je vais être très très franc, très très direct. Parce que j'aime pas du tout faire des ronds de jambes pour dire des trucs. Donc je demande l'autorisation et ça passe mieux. T'as tout à fait raison. Le consentement est hyper important. Ouais, ça c'est hyper important. Et comment toi tu as envie de faire évoluer ces accompagnements? Parce que tu sens que là, il y a des choses qui vont arriver, qui vont se développer différemment, ou là, la forme, elle est chouette pour toi? Sur notre produit? Ouais, sur votre produit. Non, là on commence quand même à avoir un truc qu'on raffine maintenant depuis 2 ans, qui commence à être assez quali, avec beaucoup de coach, du customer care, beaucoup de suivi, etc. Si tu veux, si là maintenant on essaye vraiment d'en faire plus que ça, est-ce qu'on va pas tomber un peu dans l'assistanat? Et
En fait, si tu veux, si on en fait trop, on pourrait en faire plus et faire des trucs pour eux, etc. Tu vois, on arriverait à trouver les process, les structures pour le faire. Mais il y a un moment, est-ce qu'on tomberait pas dans perfuser à la réussite des gens qui foncièrement, dès qu'on sera plus là, vont pas y arriver? Et je suis pas sûr d'avoir envie de véhiculer ça et de nourrir ça sur le marché. On donne énormément, mais il y a un moment, si c'est pas toi qui fais le taf, et si toi t'as pas vraiment envie de réussir, j'ai pas à prendre la responsabilité de réussir à ta place. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui ont des résultats chez moi, quand ils sortent, ils continuent à les avoir. Les faire avoir des résultats avec moi et les obliger à rester avec moi à vie, ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'anime. Et en 6 mois, toi, c'est le temps nécessaire pour justement développer une personne pour qu'elle puisse, elle, être autonome. Souvent, c'est moins que ça. Des fois, c'est un peu plus. Ça dépend. En fait, si tu veux, on a tout testé. On a tout testé de 3 mois à 12 mois. 3 mois, c'était indéniablement trop court. 4 mois, c'était pas mal. Mais 4 mois, les peut-être 20% qui sont plus lents ou qui ont moins de temps, bah, ils arrivent pas à s'en sortir. 6 mois, on arrive vraiment à avoir un maximum de réussite et de passage à l'action. Et plus de 6 mois, les gens, ils aiment pas s'engager parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'il va leur falloir un an pour avoir des résultats. Alors qu'en fait, non, c'est juste que nous, on veut parier à toutes les éventualités. Parce que la vie est ce qu'elle est, on sait jamais ce qui peut se passer demain. Sur 12 mois, je suis sûr que je t'amène quelque part. Sur 6, 99% sûr, mais ça dépend aussi de toi. Tu vois, si à un moment t'as un coup dur dans la vie et que pendant 1 mois et demi t'es pas là, si moi je mets pas ton accompagnement en pause, concrètement il te reste 3 mois et demi, c'est mort, tu vois. Et après ça dépend d'où tu pars. Si tu veux, ça c'est un truc dans lequel j'ai beaucoup parlé, les réussites atypiques et les réussites normales. Réussites ordinaires. Les réussites atypiques, c'est ce que 0,01% vont atteindre. Manque de peau, c'est tout ce que tout le monde utilise pour faire sa publicité. Et derrière, il y a les réussites normales. Une personne qui arrive et qui en une semaine passe de 0 à 50 000 euros par mois, c'est une anomalie. Il y en aura quasiment aucune. Il y en a, ça arrive. Même moi, j'en ai déjà eu chez moi. Mais c'est pas la norme. Une personne, par contre, qui en 3 à 6 mois passe de 0 à 2, 3, 4, 5 000, selon l'industrie, puis des fois plus, ça, on est dans des réussites plus normales, des trucs plus atteignables, des choses que 80-90% des gens vont pouvoir réussir à faire. Et donc, en fait, si tu veux, je cherche le temps où j'arrive à avoir le plus de résultats au plus de gens possible. Et c'est pour ça qu'on a un accompagnement de 6 mois aujourd'hui. Et comment ça marche chaque mois? Ou chaque semaine, il y a des rendez-vous avec des coachs, il y a des lives, Ouais. Comment ça marche ton suivi? Alors chez nous, il y a plein de trucs. Il y a la partie formation en ligne, qui foncièrement est pas là pour faire le boulot à notre place, mais qui est là pour qu'on parle la même langue. Parce que nous, répéter le même truc encore et encore et encore, ça nous gonfle. Donc si on veut pouvoir se parler, l'équipe coaching et les clients, il faut qu'on ait les mêmes informations. La partie formation vidéo est là pour ça. On a une communauté pour l'entraide. Et derrière, ils ont actuellement... Alors ça évolue, hein, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Mais actuellement, il y a 6 coachings de groupe par semaine. Plus l'accès à des coachs en one-one quand t'es bloqué. Plus la customer care qui prend tes nouvelles régulièrement pour voir où t'en es. On a vraiment tout mis dedans, quoi, pour qu'ils puissent accéder à tout. Et à la fois, en fait, il y a personne qui consomme tout. Mais en fait, si tu veux, nous, notre idée de départ, c'était... Je veux pas qu'une personne qui, par exemple, est bloquée le lundi à 14h, doit attendre le lundi suivant à 10h pour avoir son coaching de groupe pour être débloqué. Donc nous, en fait, ils ont des coachs qui peuvent aller voir tous les jours, quasiment, sur différentes thématiques. Puis comme ça, tu restes jamais bloqué très longtemps, quoi. Et ces coachs, ils sont en indépendant Ouais. avec toi? Ouais. Moi, j'ai 100% de freelance qui bossent avec moi et qui ont tous leur business à côté. Et du coup, c'est riche aussi parce que ça leur permet d'avoir aussi une expertise différente et puis de se développer. Enfin, pour moi, c'est aussi la clé, ça. D'avoir en permanence, de se nourrir d'idées, d'autres personnes, d'échanges, de faire des podcasts, de développer tout son univers et de faire des ponts, des liens uniques qui font que tu apportes énormément de valeur aux gens, quoi. Ouais, forcément, les coachs qui travaillent dans notre équipe, bah, en fait, sur un an, ils vont voir passer entre 150 et 300 clients. Ça leur donne une expertise que s'ils avaient dû le faire à leur compte, il aurait fallu 5 à 10 ans pour avoir cette expertise-là. En fait, tu deviens machinalement très bon, quoi. C'est clair. Et je trouve que oui, l'expérience humaine est tellement énorme et puissante dans ce qu'on peut échanger et se développer. Donc, moi, j'aime aussi beaucoup me former, mais moi, c'est un accélérateur d'apprentissage. C'est incroyable. En peu de temps, comment tu peux te développer ou en échange, en coaching. Pour ça, je recommande de le faire tout le temps. Coachez-vous toute votre vie. Enfin, faites-vous coacher toute votre vie parce que formez-vous. Enfin, apprendre ça, c'est indéniable. Tu fais ça, toi, un peu régulièrement? On dépense avec l'entreprise, je crois, entre 50 et 5 000 euros par an en formation, accompagnement, mastermind, consulting. Boum. Juste, quelqu'un qui n'apprend pas ne progresse pas. Et je l'écrivais ce matin à des clients. Moi, quand je rencontre une personne qui me dit j'aime mon métier, mais je suis bloqué à tel truc, je lui demande toujours quels sont les 3 derniers livres que tu as lus, quelles sont les 3 dernières formations que tu as suivies. Si la personne n'a pas de réponse à ça, je sais qu'elle est en train de me balader et qu'elle veut pas devenir compétente, qu'elle veut pas réussir.
C'est est-ce que tu te formes en permanence, est-ce que tu lis en permanence. Il y a un moment, si t'es pas confronté à de l'information, de la répétition de ce que tu sais pas, tu peux pas progresser. Il faut se confronter à des gens meilleurs que toi dans des domaines où toi tu veux t'améliorer. Toujours. Parce que c'est comme ça qu'on normalise le succès. C'est en étant confronté à des gens pour qui c'est normal. Et comment je deviens meilleur dans un truc, je me mets à côté de quelqu'un qui est 1000 fois meilleur que moi dedans. Tout à fait. Et comment ensuite tu vas progresser, toi, avec justement les personnes que tu vas les aider? Tu vas les suivre un petit peu après les 6 mois? Ou derrière, elles se... Enfin, tu vois, il y a un moyen de... Ouais. Ça dépend, on a des programmes du dessus, on a le Continuity Programme pour ceux qui veulent rester. Moi, il y en a avec qui je suis toujours en contact, même 2 ans après. Il y en a, du moment où ils partent, on n'entend plus parler d'eux. Ça dépend des gens, en fait. Il n'y a pas de règle là-dessus. Il y en a pas mal qui restent quand même dans notre audience et dans notre écosystème. Il y en a de qui, moi, je suis resté proche, avec qui m'envoient des nouvelles d'eux tous les 1-2 mois, etc. Et on discute. Il y en a qui juste continuent leur chemin et nous parlent plus. Et puis dans l'eau, si tu veux, au même titre que t'as 5% de gens qui nous adorent, t'en as 5% qui nous détestent, pour tout un tas de raisons que voilà. Et forcément, on n'a plus de nouvelles. Hein. Mais ça dépend. C'est pas, y a rien de figé là-dessus. Ok. Et je pense aussi à un post que tu avais fait par rapport au coach. Est-ce qu'il y a trop de coachs aujourd'hui, Jérémy, en France? Ouais. Ça me fait toujours rire, si tu veux. Je donne toujours le même exemple. Il y a aujourd'hui 10 000 coachs en francophonie qui sont diplômés, etc. Donc allez, on va dire 20 000 avec les coachs non officiels. Il y a 200 000 plombiers en France, 250 000 médecins. Est-ce que t'en vois partout? Non. Bon. Problème réglé. Il y a une personne qui m'a répondu sur LinkedIn il y a pas longtemps qui m'a dit j'ai fait une recherche LinkedIn avec le mot coach et le mot personne. En France, il y a 176 000 profils. Oui, parce que en fait, t'as des entreprises de coaching, t'as des Scrum Masters, donc des gens qui sont dans le développement agile, etc., qui se disent coach Scrum, des trucs comme ça. T'as les coachs sportifs qui n'ont rien à voir avec les coachs en dev perso. T'as les exécutifs coachs qui n'ont rien à voir avec le milieu du coaching lambda. Ouais, il y a 176 000 profils LinkedIn. Bon, écoute, il y a combien de milliards de sites internet, ça veut pas dire qu'ils sont tous actifs. C'est une donnée, elle veut rien dire, tu vois. En vrai, il y a à peu près 20 000 coachs actifs en francophonie, et tu les vois partout parce qu'il y a la bulle algorithmique sur les réseaux sociaux, c'est tout. Et pourquoi justement des personnes en viennent à vraiment détester ce métier ou à ne pas aimer ce côté dev perso? Pourquoi le coaching en particulier, crée autant de tensions chez des gens? Je vois 2 choses. La première, c'est une réalité du monde du coaching, c'est qu'il y a beaucoup de dérives, et quand tu vois je vais être un peu péjoratif, hein, mais quand tu vois un pignouf de 18 ans qui a jamais rien connu de la vie, qui a même pas dépassé le brevet des collèges, qui visiblement a jamais ouvert un bouquin et qui te dit grâce à mon coaching je vais t'aider à faire 20 000 euros par mois dans une semaine, bah forcément on passe pour des cons. En face il y a des gens, ils ont bossé toute leur vie pour essayer d'apprendre des trucs, on passe pour des cons. Alors ça c'est le premier truc, et c'est une réalité, tu vois, quand ils voient juste des gens de 40 ans qui ont bossé toute leur vie, quand ils voient des mecs de 20 ans leur dire que regarde Dubaï, Lamborghini, Soleil, Villa à Bali, etc., on passe pour des cons, juste factuellement. Et ils ont raison de nous prendre pour des cons dans ces moments-là. Et derrière, ensuite, il y a une autre réalité, c'est quand t'as des gens qui te disent tu t'es plaint toute ta vie de tel truc, et en fait, regarde, je te prouve par A plus B que tu pourrais en sortir, et que donc en fait, t'es le seul responsable de ta situation à la con. Ben en fait, y a plein de gens qui peuvent pas entendre ça, parce que toute leur identité a été définie toute leur vie sur si j'ai cette vie de merde, c'est à cause de l'État, à cause du monde, à cause de la vie, à cause de ma famille, à cause de plein de trucs. Et t'as des gens qui arrivent et qui leur disent bah non, en fait, tu es la source, tu es le moteur, tu es le pouvoir, tu peux tout changer. Et il y a des gens qui sont pas prêts à entendre ça. Donc ceux-là vont détester ceux qui leur proposent de changer. Et puis après, bon, il y a des guéguerres, les universitaires, doctorants dans les labos, en général, ils aiment pas dès que ça touche un peu au New Age, etc. Bon, le coaching reste quand même plus ou moins, si on le regarde de plus près, de la méthode socratique, hein. C'est du questionnement, bon, bref, ça rien de neuf, en fait, ça a 2000 ans, quoi. C'est clair. Et puis tu parlais au départ de marché d'accompagnement, c'est vraiment ça, c'est un accompagnement faire un mouvement d'une personne d'un point A à un point B, mais si je suis un super plombier, bah, je peux t'accompagner à le faire chez toi en autonomie ou à développer. Enfin, pour moi, tout le monde peut accompagner des gens avec ses compétences, donc tout le monde peut être coach, et c'est génial de pouvoir aider les gens à développer une compétence, à s'autonomiser, à sortir de leurs problèmes. Enfin, choisis ton truc, quoi, en fait, quoi. Mais bien sûr. Et puis en dehors de ça, regarde les écoles. Est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un dire
Cette école qui m'a coûté 50 000 ne m'a même pas proposé un remboursement vu que j'ai pas trouvé un travail tout de suite en sortant. Personne dit ça. Alors pourquoi t'attends la même chose d'un coach qui te transmet un savoir et qui t'aide dans un accompagnement d'une transformation? On paye des écoles de merde, des sommes astronomiques, et on n'en entend rien, si ce n'est un papier. Avec les connaissances. Que le marché, il évolue. Tout à fait. Et ça me fait penser, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, tu irais faire tes masters, tes écoles, ou tu ferais tout en ligne? Tu te formerais en ligne, tu te développerais avec des coachs et tout? Alors, il y a un peu de tout là-dedans, si tu veux. Moi, dans mon école que j'ai fait, il y a quand même 2-3 profs qui étaient extraordinaires et qui m'ont donné l'amour du bon mot, l'amour de la communication, l'amour de la belle stratégie, etc. Il y a quand même des gens qui m'ont... Je sais pas s'ils m'ont appris des trucs à cette époque-là, parce que je suis pas sûr que j'utilise encore grand-chose de ce qu'ils m'ont dit, mais ils m'ont donné l'intérêt et l'amour d'eux, parce qu'ils étaient eux-mêmes passionnés et qu'ils ont réussi à me transmettre. Ça m'a peut-être appris à réfléchir un peu d'une certaine façon, à chercher, à poser des stratégies, etc. Maintenant, 99,9% de ce que j'ai appris, je l'ai jamais réutilisé à partir du moment où j'ai mis le pied en dehors de l'école. Mais ça m'a donné d'autres choses. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde de l'éducation pourrait transmettre ces autres choses autrement? Je suis certain que oui. Est-ce que pour autant, il faut cracher sur toute l'éducation? Non. Moi, j'avais certains profs qui étaient des professionnels, des mecs d'agence, etc. Et j'ai vraiment de très très bons souvenirs avec eux. J'ai aussi des profs qui étaient nuls à chier, qui servaient à rien et qui avaient 20 ans de retard sur leur profession. Bon, comme dans tout, quoi. C'est clair. Et moi, ce que j'aime bien dans ce côté aussi des personnes à leur compte, le soloprenariat ou les coachs et compagnie, c'est vraiment aussi dans le milieu dans lequel on est, l'expertise qu'on a, qu'on peut amener. Moi, je suis intervenu dans une école de commerce pour le podcast. On a fait une émission de radio en 3 jours. C'était génial. J'adore amener mon univers dans ce système-là et j'adorerais qu'il y ait plein de gens qui viennent dans les écoles avec toutes leurs compétences et qui viennent t'enseigner quelque chose pendant 2-3 jours. Et ça te crée une autre réalité possible. Je trouve ça génial, quoi. Non, ça pourrait être cool. Mais il y a de plus en plus de professionnels qui vont dans les écoles, quand même, dans leurs anciennes écoles, des choses comme ça. Ouais. De manière générale, les nouvelles générations savent se former sur Internet beaucoup plus. Ouais, c'est génération fin X, début Y, c'était pas encore complètement la norme, mais sur les générations actuelles là, qui rentrent dans le monde de l'éducation aujourd'hui, savent très bien se former en dehors de l'école. Elles ont très bien compris que l'école c'était éventuellement un réseau, un diplôme, que selon la carrière qu'elles visaient, c'était un passage obligatoire ou une inutilité totale. Mais elles commencent à savoir comment trouver l'information. Ce que nous on savait pas forcément quand on était plus jeunes, tu vois. C'est clair. Je reviens juste sur le fait effectivement, il y a des dérives dans le coaching, mais évidemment, moi, ce que j'incarne aussi là dans cette série sur les coachs, vous voyez qu'il y a plein de coachs différents, il y a plein de manières de le faire, il y a des êtres humains derrière ça. Donc, moi, en premier lieu, écoutez les personnes, suivez leur contenu, voyez leurs vibrations, qu'est-ce qu'elles sont en train de raconter, ça vous parle ou pas. Écoutez-vous au lieu d'écouter tout le monde, et puis ensuite lisez des avis et échangez en direct. Mais comment on peut éviter de tomber dans des fausses promesses ou dans des trucs? Quels sont un peu les red flags qu'on peut voir quand on veut se faire coacher pour éviter de tomber dans le panneau? Alors, si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est fou, déjà. Vraiment, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de recette miracle. Si ça a l'air trop facile, c'est qu'il y a un truc qui déconne. Et je dis souvent, moi, c'est sûr, je répète toujours cette même phrase, c'est vous pouvez gagner beaucoup plus que ce que vous croyez, mais ça ira bien moins vite que ce que vous voudriez. Et ça va pas toujours à la vitesse où on veut, ça se passe pas toujours comme on veut. Je pense que c'est le premier red flag. Les autres red flags que tu vas trouver, c'est est-ce que la personne utilise de la manipulation mentale? Est-ce que tu te sens rabaissé et nul et pas bien face à la personne qui est censée, qui veut te vendre un truc? Ça veut dire que la personne est en train d'utiliser des leviers psychologiques pour te faire acheter. Ça, c'est gros red flag. Ensuite, plus c'est généraliste, plus c'est bon pour tout le monde, plus ça marche pour tout le temps, peu importe les conditions, plus c'est red flag. Ensuite, moi, je regarde aussi quelle est la vie de la personne qui me vend le truc. Chacun est libre de choisir, donc ce que je vais dire là, ça ne vaut vraiment que pour moi-même. Moi, c'est... Keke, Lambo, Dubaï, machin, je sais que la personne, ce qu'elle va me vendre, aussi intelligente soit-elle, ça va pas du tout matcher avec moi. Pas bon. Moi, j'aime pas ça. Si la personne, elle est en slip à Bali, pareil, ça matche pas avec moi non plus. Donc en fait, est-ce que ça matche avec moi? Ça, c'est très important.
Ensuite, je regarde le track record de la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait avant, quels sont les avis, etc. S'il y a 100% d'avis positifs, ça pue. S'il y a 100% d'avis négatifs, ça pue. La norme doit être entre les deux. Tu peux pas, si t'as accompagné beaucoup de gens, avoir que du positif ou que du négatif. C'est pas possible. Nous, sur le nombre de clients qu'on a eu, on en a entre 5 et 10% qui sont pas contents, et c'est complètement normal, en fait. Et sur ces 5 à 10%, on en a sûrement 2-3 qui nous détestent, qui ont décidé qu'on était Satan. Voilà. Et c'est normal. C'est pas censé être autrement. Donc il y a des choses comme ça à regarder. Mais globalement, en fait, tu le sens si t'es dans les dérives, si c'est bullshit, tu vois, t'as un goût amer, ça te paraît trop beau pour être vrai. On essaye de t'enfoncer pour te faire dire qu'il faut absolument que t'achètes, des choses comme ça. J'avais fait une vidéo YouTube qu'on peut retrouver, je pense, facilement sur, j'avais appelé ça les dérives mortelles du coaching, je crois, où j'avais parlé de la vente sous pression, des fausses promesses, des coachs gourous qui te font rester et continuer à payer toute ta vie. Maintenant, il y a beaucoup de coaching énergétique, business quantique, avec toutes les dérives qui vont avec. Je pense que juste si ça pue, c'est que voilà, enfin. C'est si ça ressemble à un zèbre, que ça fait le bruit d'un zèbre, que ça a des rayures et que c'est au milieu de la savane, bon, c'est un zèbre quoi. Zèbre. Tout à fait. C'est pas un âne quoi. Et j'aime bien ce que tu dis, le fait d'attirer plutôt que d'aller chercher. Et pour moi, c'est ça, c'est son pouvoir magnétique. Parce que on incarne ses valeurs, parce qu'on communique d'une certaine manière, parce qu'on est soi, parce qu'on accepte, bah oui, qu'il y a des personnes qui peuvent nous détester, ou on peut vraiment transformer d'autres. Et ça, vraiment, ce truc, oui, à un moment, il y a un pas à faire vers la personne, lui proposer que tu peux l'aider, croire en ce que tu fais, vraiment en ton offre, à la manière dont elle est faite, les transformations que tu as eues, tu connais ta valeur et tu peux la transmettre et lui proposer sans jamais aller forcer. Peut-être que par moment, tu peux voir vraiment qu'il y a une hésitation et à l'éclairer, mais sans avoir à l'influencer de manière négative. Mais j'aime bien parce que tu es magnétique. Si on vient à toi, avant tout, moi, si je viendrais à toi ou autre, c'est parce que j'ai lu tes contenus, parce que je vois ton énergie et j'aime bien. À un moment, j'ai à voir quelqu'un qui va venir plus trancher ou genre son univers. C'est toi que je vais aller voir, c'est Margot, c'est d'autres, tu vois. Et c'est ça, t'es magnétique parce que tu es visible avec ton diamant qui tu es, quoi, sans en faire trop, ni pas assez, quoi. Ouais. Mais en fait, d'un point de vue marketing, de toute façon, j'explique toujours, il y a 4 stratégies qui fonctionnent pour avoir des clients. La première, tout le monde la connaît, c'est la prospection. Donc ça, c'est outbound marketing, c'est aller vers l'autre. Donc tu vas te démarcher. Il y a des types de business, notamment B2B, donc vraiment entreprise à entreprise, etc., sur des services bien particuliers. Si tu fais pas de prospection, de toute façon, tu peux pas te développer. Mais dans l'accompagnement, l'exemple que je donne toujours, c'est comme si un médecin, il allait dans un village, il toquait à toutes les portes en disant « Bonjour, vous auriez pas le cancer, s'il vous plaît ?» Voilà. C'est là, ça paraît à tout le monde évident que c'est une mauvaise idée. Et ben, quand un coach il fait de la prospection, je trouve que c'est pareil. C'est très personnel, hein, ça n'engage que moi. Voilà, moi je trouve que moi quand quelqu'un va me dire, j'ai vu que tu es entrepreneur et souvent tu n'arrives pas à prendre soin de ta santé. Peut-être que tu aimerais perdre du poids. Et tu me souhaites de malade là ou qui es-tu? Ensuite, il y a la prospection digitale de masse. Alors ça, c'est les outils d'automatisation, pub, tunnel, webinaire, machin, truc, closer derrière. Pour passer à un certain niveau, t'as pas le choix. Avant, ça sert à rien. Ensuite, il y a la stratégie organique, YouTube, blog. Ce que moi, j'appelle le vrai organique, c'est vraiment optimiser du contenu pour les moteurs de recherche. YouTube, blog, point. Marche très bien, très très long. 12, 18, 24 mois pour que ça prenne vraiment. Et ensuite, il y a les stratégies que moi j'appelle d'attraction organique. Donc à savoir, tu vas sur un réseau social, tu connectes avec des gens, tu fais du contenu, et tu vas interagir seulement avec ceux qui sont intéressés par tes contenus, et pas pour leur vendre quoi que ce soit, mais juste pour faire connaissance et créer un début de relation. Cette relation fait que, le jour où tu vends quelque chose, peut-être qu'ils seront intéressés par l'acheter. Et tu pourras en parler avec eux plus tard. Et en fait, nous, c'est ça qu'on apprend à nos clients, essentiellement. Et donc, ouais, attirer des clients, en termes business, c'est inbound marketing, c'est laisser les gens venir. Et en fait, créer quelque chose qui leur donne envie de venir. C'est ça, et puis d'avoir un moment où, on en parlait au départ, t'as tellement cette audience qui est là, qui te suit, et ben tu peux proposer un produit et une grande majorité qui va venir parce que ton autorité et la confiance que t'as créée est là, et que ça prend du temps. C'est vrai que moi je l'ai cru, ah ouais, ça va être super rapide, parce que j'ai des bonnes idées, j'ai tout, machin, enfin non, c'est ça, tu vas construire au fur et à mesure, parce qu'en plus, toi, tu crois que tu perçois ta valeur, mais en fait c'est faux, il y a plein de trucs qui sont carrément pas alignés, t'as plein de croyances sur toi, tu les vois pas. Toujours. C'est normal, mais à tous les niveaux, hein. Ouais. À tous les niveaux. Faut pas croire qu'à un moment on a fini. On n'a jamais fini. Ouais. À tous les niveaux, et moi en fait si tu veux des trucs que j'ai résolus qui m'ont permis d'aller de 0 à 1000. Ensuite pour passer de 1000 à 10 000, je vois que c'est la même chose mais un peu différente.
qui bloque. Et ensuite, de 10 000 à 100 000, c'est de nouveau la même chose, mais encore un peu différente, un peu plus profonde, un peu plus ancrée, cachée au fond, tu vois. C'est Plus subtil. Ouais, c'est ça. Non, c'est au contraire en fait. Faut enlever l'opaque, l'épais, tu vois, laisser sortir la subtilité justement, tu vois. Mais c'est des nuances qui sont de plus en plus imperceptibles, mais qui sont toujours les mêmes et qui t'empêchent de passer à cheval au palier dessus. Est-ce que tu trouves, en tout cas comme moi, de la joie justement à putain de voir un truc, de faire un pas de côté, d'avoir cette truc, oh putain, de se voir un peu différemment. Non, moi ça m'éclate. Moi ça m'éclate. Et alors, il y a beaucoup de gens qui apprennent en posant des questions aux autres. Moi j'apprends en parlant de moi. C'est assez rigolo. C'est-à-dire que quand je rencontre des gens, tu vois, t'as l'impression que je fais que de parler. Mais déjà parce qu'en fait, j'apprends sur les autres en regardant, pas en posant des questions. Parce qu'en fait, je m'en fous de ce que les gens me disent, je regarde ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils me disent, ça en dit plus sur ce qu'ils pensent d'eux-mêmes que sur la réalité. Et en fait, quand ils me posent des questions, je parle. Et des fois, je dis un truc, et en fait, ça me fait écho à un truc. Merde, je viens de me rendre compte de ça. Et donc, c'est pour ça que moi, par exemple, je suis très fort, c'est très bon pour moi, le coaching de groupe, les immersions, les trucs comme ça, les masterminds. Parce qu'en fait, en regardant les autres et en parlant de moi, j'apprends. Ouais. Et le one-one, j'en ai fait très peu, parce que c'est pas là où je progresse le plus vite, moi. Ouais, je comprends. J'ai un peu cette énergie, j'aime bien parce qu'il y a ce côté un peu, on parle, l'extraverti, il réfléchit en parlant, en fait. Et du coup, il y a ça qui se met en place et tout. Et moi, j'ai plein d'idées qui viennent parce que je parle aux autres sur des sujets et c'est vrai que le groupe est vraiment cool pour ça. On arrive à la fin de l'interview, il y aurait plein de trucs à parler. Pardon, Jérémy, je t'ai coupé. Non, j'allais dire, la notion d'extraversion et d'introversion est un peu compliquée. Moi, si tu veux, je continue à la nuancer, à la raffiner cette notion et tout, parce que foncièrement, toute ma vie, j'ai toujours dit que je suis introverti. Et on en parle encore il y a pas longtemps avec ma femme, elle me disait, mais t'as vu comment tu te comportes en société, t'es pas introverti du tout, etc. Je suis, mais en fait, aujourd'hui, maintenant, je fais le distinguo. Je crois que c'est Oussama Ammar qui l'a dit la première fois, je suis plus sûr, bref. Il y a l'introversion, extraversion sociale et énergétique. En société, je suis extraverti. Par contre, au niveau de mon énergie, j'ai besoin d'être seul et d'être beaucoup seul pour me ressourcer. L'extérieur, je l'adore et je suis très confortable, mais ça me vide intérieurement. Après 2 jours avec des gens, j'ai besoin d'1 semaine tout seul sans parler à personne. C'est clairement énergétique. On en parlait avec Bertrand Soulier dans les épisodes sur le coaching et le numéro, je sais plus. Et en fait, il disait vraiment, lui, il était quand il était par exemple à donner des cours quand il était à la fac, c'est facile, il aimait, tu vois. Et lui, c'est un introverti, donc c'est surtout dans sa manière de récupérer de l'énergie. Mais quand il fait des petits ateliers avec 3-4 personnes, ça lui bouffait une énergie de ouf. Et c'est vraiment ça. Et moi, je me rends compte aussi, je peux faire 3 jours là d'atelier, mais en fait, ça va me bouffer beaucoup parce que j'ai un petit groupe à gérer et tout. Énergétiquement, je me vide. Et ouais, le besoin de se poser. Quand je suis en faire des vidéos ou faire des podcasts, c'est très facile. Là, on est que tous les deux, mais d'émettre, ça va. Mais c'est vrai que c'est ta manière de récupérer de l'énergie, donc c'est être conscient de où tu te vides, où tu te charges, et de bien faire attention à ça, ouais, effectivement. Exactement. Génial. Merci Jérémy. On arrive à la fin. J'ai 2 questions, une des cartes qu'on va tirer et une pour moi. On parlait d'audit au départ et tout. Qu'est-ce que tu as perçu de moi par mes contenus, ce que tu as vu justement? N'hésite pas, je te donne l'autorisation d'y aller. Je prends ce risque. Non, il y a pas de, il y a rien de mal. C'est très très bien ce que tu fais. Ça trouvera son public et plus que ça, sans le moindre doute. J'ai l'impression que tu fais une petite erreur qu'on fait tous. Hein. Même moi, je la fais à mon niveau. C'est de se concentrer plus sur ce qui est agréable, à savoir le média, les interviews, les machins, les trucs, au lieu d'aller go to market, d'aller parler aux prospects, de vendre pour avoir les premiers clients. Et en fait, le média est en amplification de ce qui marche déjà. Et moi, c'est pareil, je préfère faire des interviews que de développer mon business, c'est plus fun. Mais en vrai, le média doit être l'amplificateur. Nous, chez nous, on appelait ça la partie amplify, justement. L'amplificateur de ce qui fonctionne déjà et pas s'y substituer. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens qui ont des chaînes YouTube, des podcasts, etc., moi le premier, tombent régulièrement. Et donc, tu suggères quoi comme piste d'action? Plus d'offres, plus de lancements, plus aller parler directement aux clients potentiels, plus vendre en fait. Ok. Plus incarner effectivement cette proposition d'offre aux autres. Et c'est vrai que le côté donc aussi webinaire ou un peu proposition d'offre. Il y a pas de règle sur le comment tu vas le faire. Tu peux le faire à travers des posts, tu peux le faire à travers des emails, tu peux le faire à travers des vidéos, tu peux le faire en webinaire, tu peux le faire en live, tu peux le faire en ce que tu veux. Toutes les stratégies marchent. La question c'est dans laquelle tu seras le plus à l'aise toi. La bonne stratégie c'est celle dans laquelle tu as le moins d'efforts à fournir par rapport à ta personnalité. Ouais. Exactement. Tout à fait. Où tu y trouves en plus de la joie à le faire ou autre, et ça c'est hyper important. Yes. Bah merci beaucoup Jérémy pour ces conseils et remarques. Pour terminer, chère carte, une question.
qu'on va poser à Jérémy. Et pour ouvrir le champ de cette interview, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Quelles sont mes compétences ? Comprendre la psychologie des gens. Comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont envie. C'est un truc que j'ai mis des années à devenir un peu bon là-dedans, mais aujourd'hui je suis assez à l'aise sur ces sujets-là. Me mettre à la place de l'autre, c'est vraiment mettre en empathie pour vraiment comprendre. C'est des compétences de marketing, hein, mais qui foncièrement sont des compétences humaines derrière. Il y a ça. À partir de beaucoup de points de données très dispatchés, très hétéroclites, réussir à voir ce qui peut se passer et avoir une lecture du marché. Ça, je suis pas trop mauvais là-dedans aussi. Aujourd'hui, le networking, réseauter, rencontrer des gens, etc. C'est devenu très très facile pour moi, même si j'étais très nul là-dedans au début. Mais en fait, j'ai mimétisé. Mimétisé, ça se dit ? J'ai un doute, Ouais. bref. Mimer. Modéliser, voilà. Okay. C'est mimétisme, oui, mais mimétiser, je suis pas sûr. J'ai modélisé mon père qui était très à l'aise là-dessus. Alors que moi, vraiment, c'est une catastrophe. Et en fait, à force, j'ai raffiné, j'ai développé ma façon de faire. Écrire. J'ai beaucoup de facilité en écriture aujourd'hui, notamment de par la répétition. En fait, hein, quand t'as écrit 5000, 10 000, 20 000 trucs, ça va plus vite. Je pense que c'est surtout ça. C'est vraiment là où j'ai des compétences plus développées que la moyenne. Et moi, je relis cette question à l'ouverture, au fait de pour la suite, pour le futur. T'as pas envie d'écrire un bouquin sur tout ce que tu as appris pour transmettre ou pour J'en ai déjà écrit 2. Ah, ok. Très bien. C'est quoi les 2 titres ? Le premier, c'est Alignement, qui parle vraiment de mon parcours et toute ma méthode. Et le deuxième, c'est Les entrepreneurs ne prennent pas de vacances. Je crois que c'est 72 pensées qui m'ont permis d'être plus heureux, plus riche et plus épanoui, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Génial. Et il y en a un troisième qui est en chemin ou pas encore ? Je pourrais. J'en ai 2 qui sont un peu dans les cartons. Un qui que j'appellerais une histoire bordélique d'hypercroissance, qui parle de l'hypercroissance de l'entreprise et ce qu'on a vécu en interne. Et un autre qui est plus sous la même veine que le précédent, où c'est vraiment des pensées et des trucs qui se snackent, etc. Donc je sais pas encore. On verra. Génial. On te retrouve où alors, toi, Jérémy ? En général, si on veut te suivre là. Facebook ou Instagram, c'est là où on verra plus les coulisses et mon quotidien. Sinon YouTube, tout simplement. LinkedIn partout. LinkedIn, je suis partout, hein, mais ouais. Si on veut vraiment voir les coulisses, ça va être Facebook, Instagram. LinkedIn, c'est plus corporate. LinkedIn, je troll en fait. LinkedIn, je fais le con sur LinkedIn. Tu mets pas les mêmes posts que sur Facebook ? Non, pas du tout. Okay. Non, LinkedIn, j'aime bien faire chez les gens. YouTube, je vais plus en profondeur. Ça dépend de ce qu'on vient chercher en fait, hein, mais on peut regarder un peu partout. Jérémy Coleman sur tous les réseaux. Yes, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Et puis toute dernière question, comment tu repars de cet échange avec moi ce matin ? C'était très agréable, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé les questions, j'ai bien aimé le temps long pour développer les différents sujets. Ça fait longtemps que j'avais pas plus parlé comme ça de l'industrie du coaching, de l'accompagnement en rentrant dans les détails et tout, c'était très cool. Génial. Eh bien, merci beaucoup Jérémy pour ce temps passé avec moi. Et puis, écoute, je vous souhaite d'écouter les autres épisodes de suite, plonger dans son univers et puis de découvrir le coaching. Si vous en êtes à cet épisode, peut-être que vous avez découvert tous les autres. Allez-y, faites vos premiers pas, allez-vous goûter le coaching et puis écoutez l'univers des personnes, comme on le disait, suivez ses recommandations. Et puis voilà, si c'est un zèbre et que ça y ressemble et que c'est dans la savane, et voilà, c'est peut-être pas le bon coach pour vous ou la bonne coach. Merci beaucoup, Jérémy, à bientôt. Merci à toi. Bye. Ciao.